Bon, bah super. Nous, on va vous parler. Bon, à la base, Anthony et moi, quand on faisait le programme du congrès, on s'est dit on va prendre un sujet non chirurgical pour changer. Alors, nous, c'est vrai que comme ça, c'est toujours des consultations un peu difficiles parce qu'avant, on ne savait pas trop quoi dire. Mais je pense que vous êtes comme nous, vous voyez des gens qui ont des douleurs antérieures de genoux très, très fréquemment à votre consultation ou à votre cabinet. Et c'est vrai que bon, on a des notions anciennes, mais il y a beaucoup de choses nouvelles sur le sujet. Donc là, j'ai la chance d'avoir Mathieu Dumont, médecin du sport à Axiom, Nicolas Vadon qui représente un peu les kinés d'Axiom aujourd'hui, bon, Olivier et Anthony que vous connaissez, hein, chirurgien du genou, et Gérard Dimasio qui a fait le trajet de Rouen pour vous parler un peu de choses modernes sur l'analyse du patient. Donc, dans un premier temps, je vais un peu interviewer Mathieu et lui poser quelques questions par rapport un peu à l'anatomie et à la physiopathologie du syndrome douloureux-rotulien. Donc, je pense que tu passeras vite sur l'anatomie. Après, surtout, ce que j'aimerais que tu expliques aux gens, c'est un peu plutôt le tracking rotulien hein, au niveau biomécanique. Oui, alors c'est vrai que, juste en quelques mots, vraiment trois mots d'anatomie que tout le monde connaît bien, sur cette rotule, sur cette articulation fémoro-patellaire, où c'est l'os sésamoïde par excellence, qui est un os constant bien évidemment, à l'inverse de nombreux autres sésamoïdes qui sont parfois inconstants dans l'organisme. Il se trouve vraiment, il fait vraiment partie intégrante du quadriceps. Il est vraiment enchâssé et fait un petit peu le prolongement entre le tendon quadricipital et le tendon rotulien, avec un environnement musculo-ligamentaire, des ailerons, des ligaments, les muscles évidemment, avec notamment le quadri en haut. C'est une poulie de réflexion, cette rotule. C'est une surface articulaire importante, c'est la surface articulaire finalement une des plus importantes, avec un cartilage extrêmement épais et, comme je viens de le dire, un environnement musculaire assez important. Alors effectivement, cette rotule est particulièrement instable de nature entre 0 et 30 degrés. Elle se retrouve d'ailleurs subluxée en dehors en extension, et elle va se stabiliser finalement au-delà de ces 30 degrés. Elle va se médialiser, faire une rotation postéro-antérieure. Donc ce secteur d'instabilité est important à comprendre et à connaître, donc entre 0 et 30 degrés. L'angle Q, alors on en parle assez régulièrement. C'est un petit peu aussi un petit peu débattu. C'est cet angle constitué de l'intersection de la ligne de force du quadriceps et l'axe du tendon patellaire, qui est normalement autour de 10 degrés chez l'homme, mais un peu plus chez la femme. Et cette augmentation de l'angle Q prédisposerait vraisemblablement à un syndrome fémoro-patellaire, et on le retrouve d'ailleurs augmenté dans certaines situations comme une antétorsion fémorale exagérée, une torsion tibiale externe aussi exagérée, une hyperpronation du pied. Voilà, tout ça, ce sont des situations qu'on retrouve avec une majoration de l'angle Q, et donc probablement un risque plus élevé de développer un syndrome fémoro-patellaire. Après, je sais que je pense vous, c'est comme moi, quand vous voyez syndrome fémoro-patellaire, vous pensez l'adolescente, problème bilatéral, dysplasie rotulienne, toujours un environnement particulier. Mais bon, là, quand on a préparé le topo, on en a un peu parlé tous ensemble et on a vu finalement que la patientèle avait changé, puisque on démembre plusieurs types de patients qui présentent des douleurs antérieures dues à la rotule maintenant. Oui, alors c'est vrai qu'on retrouve toujours un petit peu ce tableau de syndrome fémoro-patellaire primitif. Alors, c'est vrai que caricaturalement, mais c'est pas loin d'être quand même la réalité. C'est souvent une jeune adulte qui présente davantage ces syndromes douloureux-là, avec souvent un récurvatum retrouvé, un génuvalgum, avec une petite surcharge pondérale. Parfois, il y a aussi un tableau de surcharge sportive également qu'on peut retrouver. Et puis, si on accepte les syndromes fémoro-patellaires secondaires qui nous occupent un peu moins là aujourd'hui, qu'on va retrouver dans des contextes de fractures, de rupture du pivot central, de patella multipartita, un élément plus intéressant, peut-être un peu plus moderne, c'est ce sportif d'âge mûr, on va dire, qui va développer des syndromes fémoro-patellaires qui sont vraiment véritablement des syndromes de surmenage articulaire, et parfois presque de fissures de contrainte sur ce cartilage articulaire rotulien. C'est un sportif qui a 40 ans et plus,
qui se remet notamment à des activités sportives parfois intenses, et notamment, on a vu avec le développement des activités d'ultra-endurance, et notamment de trail en montagne, avec des distances importantes, avec des contraintes importantes, avec notamment le dénivelé négatif sur cet appareil rotulien. Donc voilà, ça c'est des tableaux qu'on retrouve de plus en plus, de véritables rotules forcés. Là, c'est plus le tableau typique, hein. C'est la jeune fille qui vient avec sa maman à la consultation et qui est un peu au bout de sa vie à cause des douleurs de genoux. Donc, comment tu prends en charge ces patients un peu déjà à l'interrogatoire? Parce que je pense que c'est toujours délicat. Faut quand même accompagner le patient et pas lui dire que c'est que dans la tête, quoi. Alors oui, c'est vrai. Alors une fois qu'on a demandé à la jeune fille de poser son téléphone portable ou de le donner à sa maman, on peut effectivement rentrer un peu plus dans le détail. Et c'est toujours intéressant de faire un interrogatoire un peu policier, quelle que soit d'ailleurs l'articulation qui est intéressée, mais depuis quand elle souffre, quelle est la localisation de ses douleurs, quel est le contexte familial, est-ce qu'il y a une certaine hérédité de ce point de vue de ces douleurs articulaires, de ces douleurs de genoux, quelle est son activité sportive, son volume sportif, ses compétitions, quel type de sport elle fait, les traitements qui ont déjà été mis en route. Et puis après, on essaie de détailler un petit peu les symptômes dont elle se plaint. Alors effectivement, hormis les douleurs, on a souvent un discours autour de l'instabilité qui est plutôt de la pseudo-instabilité, qui sont véritablement des lâchages du quadriceps en raison de la douleur, parfois des blocages ou des pseudo-blocages en flexion qui n'ont rien à voir avec le blocage mécanique méniscal, avec tout ce cortège de signes, de craquements, qui accompagnent donc ces douleurs. Pour ce qui est de l'examen physique, là, je pense qu'en pratique, au cabinet, il n'y a pas beaucoup de nouveautés quoi, sur ce que tu recherches, quoi. Non, il faut être assez complet, partir de la position debout, voir un petit peu le volume, l'atrophicité des masses musculaires, de la position des rotules, voir essayer d'épister les torsions sur le membre inférieur, le morphotype évidemment, regarder le patient marcher, voir s'il y a une boiterie, voir s'il y a une orientation particulière au niveau de ses genoux ou de ses pieds. L'examen podologique va aller un petit peu plus loin de ce point de vue-là également. Et puis après, on passe sur un décubitus. Alors, c'est vrai qu'en position debout, on en profite aussi pour voir un petit peu l'extensibilité des chaînes postérieures, en faisant pencher le patient en avant. Le décubitus ventral va permettre de voir un petit peu la chaîne antérieure, la souplesse de la chaîne antérieure. En position assise, en demandant au patient de faire des exercices de flexion-extension, de voir un petit peu la course rotulienne. Et donc, sur le décubitus dorsal, voir si effectivement il y a un épanchement, les différents signes autour de cette rotule que vous connaissez bien, hein, la baïonnette, le Zolen, le rabot, le smiley, alors qui ne sont pas forcément des signes très spécifiques, parce que c'est des signes qui sont souvent douloureux et vécus douloureusement par les patients, sans qu'on puisse en déterminer véritablement une conséquence pathologique. Alors, est-ce qu'en première intention, après avoir examiné le patient, tu vas d'emblée prescrire un bilan paraclinique? Je pense que c'est quand même intéressant. Alors, ça dépend de l'ancienneté des troubles, mais le bilan radiologique standard me semble un peu incontournable. Un face profil, un défilé fémoro-patellaire à 30 voire 60 degrés de flexion peut être intéressant. La télémétrie, ça ira un petit peu plus loin, c'est peut-être pas forcément en première intention. De même que le scanner, c'est plus dans une arrière-pensée chirurgicale. L'arthroscanner, quand véritablement on suspecte plutôt un vrai problème chondral, voire même avec des blocages, et quand on suspecte des corps étrangers sur le plan cartilagineux. Voilà. Mais je pense que la radio standard, un bon cliché radio standard, face profil défilé fémoro-patellaire, me semble quand même incontournable. Et puis après, c'est vrai qu'on peut s'orienter sur d'autres tests un peu plus pointus, plus sur le côté fonctionnel. Et ce qu'on a, notamment avec l'évaluation isocinétique dont reparlera longuement Nicolas Vadon, ça nous permet d'avoir quand même une vue assez intéressante sur l'environnement musculaire de cette rotule, sur le calcul des déficits entre le quadri et les ischios, calculer donc les ratios entre ces deux muscles d'un genou par rapport à l'autre. Donc ça permet d'avoir quelques éléments. C'est pas forcément la panacée pour tout, mais en tous les cas, ça permet d'étayer un petit peu les choses et de coupler le côté anatomie à ce côté plutôt fonctionnel.
Donc en gros, bilan radio de base. Arthroscanner, finalement, ça va être réservé au syndrome douloureux secondaire, rechercher une lésion chondrale, souvent. Ouais. Comme tu disais, Anthony, rechercher un clapet cartilagineux. Après, par contre, l'isocinétisme, donc là, d'après ce que tu nous dis, maintenant, c'est autant un bilan diagnostique, un bilan global des chaînes musculaires du patient, que finalement, ce que tu vas nous présenter, Nicolas, plus tard, sur la rééducation, une prise en charge de rééducation. C'est ça ? Tout à fait. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Nous, c'est vrai qu'on ne s'y est pas intéressé. Maintenant, en parlant avec mes collègues kinés médecins du sport, on voit qu'on s'intéresse beaucoup plus qu'avant aux facteurs à distance du genou pour s'intéresser finalement au syndrome douloureux rotulien. Oui, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, c'est quelque chose, ce sont des notions qui ne sont pas non plus extrêmement récentes, mais c'est vrai qu'on s'en préoccupe davantage et il faut qu'on s'en préoccupe davantage. Il faut que ça fasse partie du bilan kinésithérapique aussi. Ces facteurs, notamment proximaux au niveau de la hanche, qui bien souvent vont conditionner ce syndrome fémoro-patellaire. Donc il ne faut pas vraiment se focaliser sur cette rotule et sur ce quadri avec le fameux vaste interne qui occupe et préoccupe encore beaucoup de monde. Mais d'ailleurs, à ce propos, il est bien difficile d'isoler ce vaste interne quand on le travaille en rééducation. Et je pense que ces facteurs-là, plus proximaux, qu'on va retrouver notamment dans pas mal de tableaux de syndrome fémoro-patellaire, alors que ce soit une hypertonie, une hypoextensibilité de certaines chaînes tendinomusculaires, notamment le TFL, les ischio-jambiers. On va retrouver souvent des déficits en abduction, en rotation externe sur le plan musculaire et qui vont conditionner donc cette malposition rotulienne. On retrouve parfois de véritables effondrements médiaux au niveau du genou et on le voit bien quand on demande à un patient de faire un squat bi ou unipodal ou même de faire un petit saut unipodal. On voit qu'il y a souvent un véritable effondrement de ce genou, donc par un véritable déficit de gainage musculaire, bien évidemment au niveau du genou, mais bien souvent au niveau proximal aussi. Et effectivement, on retrouve aussi des facteurs plus distaux, là aussi qu'il faudra prendre en considération dans la rééducation globale de ce syndrome fémoro-patellaire. On retrouve très souvent une hyperpronation du pied, une augmentation du valgus de l'arrière-pied aussi, des ischio-jambiers un peu raides, un triceps court, parfois un passé d'entorse important au niveau de cette cheville. Enfin, tous ces éléments-là qui biomécaniquement vont contribuer à ce syndrome fémoro-patellaire. Donc après, toi, côté médecin, je pense que tu vas faire un petit point sur la thérapeutique, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez limité. Oui, on est limité, mais on a quelques éléments intéressants. Mais en tous les cas, la clé du traitement, donc, hormis le fait que, et Nicolas reviendra là-dessus, que c'est un traitement, comme on vient de le voir, qui n'est pas standardisé, parce qu'encore une fois, ça dépend un peu des facteurs qu'on va mettre en lumière qui expliquent ce syndrome fémoro-patellaire. Donc on ne travaillera pas de la même façon tous ces syndromes fémoro-patellaires. Quoi qu'il en soit, il faut être le plus fonctionnel possible, le moins médicamenteux possible. Et donc ça passe par différents éléments et ça a été bien montré d'ailleurs sur un papier récent de ce séminaire anglo-saxon sur la recherche autour de la douleur dans le syndrome fémoro-patellaire. Tous ces éléments sont intéressants. Les orthèses plantaires et notamment en phase précoce de ces syndromes fémoro-patellaires sont intéressants. Les genouillères aussi, pourquoi pas, de façon à utiliser vraiment de façon parcimonieuse parce que le mieux est parfois l'ennemi du moins bon. Ça va vraiment, ça risque aussi quand même d'entretenir une certaine fonte musculaire. Mais bon, ça peut donner quelques bons renseignements et ça peut aider le patient notamment au début de son syndrome fémoro-patellaire. La pose de tape aussi, c'est des petites choses assez simples. On a du mal à l'expliquer. Probablement d'un point de vue neuroproprioceptif, l'utilité serait démontrée. En tous les cas, pas d'un point de vue purement mécanique. En tous les cas, la pharmacologie, les anti-inflammatoires, les chondroprotecteurs divers et variés ont peu leur place. L'acide hyaluronique, alors évidemment pas dans le syndrome fémoro-patellaire primitif. Je pense qu'il ne faut pas trop médicaliser le problème. Et puis, je pense que sortir une aiguille à une jeune fille qui est un peu dans la souffrance, un peu effacée, un peu éteinte, on va peut-être pas lui faire ce coup-là, mais
En tous les cas, le syndrome fémoro-patellaire qu'on va retrouver dans un véritable tableau de chondropathie, et notamment dans le sportif, comme on l'a vu tout à l'heure, et le sportif intensif, où là, on sait très bien que la pathologie, le substrat, c'est cette chondropathie rotulienne, et ben, la place de l'acide hyaluronique nous rend parfois quand même quelques services, il faut bien le dire. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l'aspect principal de la prise en charge du syndrome du rouleau. Donc Nico, merci d'être là. Donc je pense qu'on va passer plus vite sur les principes des facteurs à distance, tout ça, mais tu vas pouvoir attaquer de suite par la rééducation. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, bon, moi je tiens à dire que j'essaie simplement un petit peu d'aiguiller la rééducation, car je pense que mes confrères dans la salle, tout comme nous, on a souvent eu des syndromes fémoro-patellaires douloureux qui tournaient un petit peu en rond au niveau de la rééducation et au niveau médical aussi, qui consultaient de nombreux thérapeutes. Donc, moi j'ai essayé de reprendre un petit peu certains principes et d'apporter, grâce, on le verra après, à l'isocinétisme, peut-être un petit peu plus de précision au niveau de la rééducation. Donc, comme on disait, la prise en charge, elle n'est pas du tout standardisée. Il faut vraiment s'adapter à chaque profil de patient et prendre bien en compte donc, les articulations sous-jacentes, c'est-à-dire la hanche et le complexe cheville-pied. On retrouve donc dans la littérature une dépendance importante entre la mobilité de cheville et l'articulation de hanche et de genou. On peut noter donc qu'une limitation de flexion dorsale de cheville entraînera donc une adduction de fémur et une rotation externe du tibia sur le fémur. L'instabilité chronique de cheville aussi perturbe les muscles propres de la cheville, mais également ceux de la hanche. Au niveau, c'est un petit peu de répétition par rapport à ce que disait Mathieu, mais au niveau de la hanche, on retrouvera dans ce syndrome fémoro-patellaire donc une limitation d'extension de hanche. Et toujours dans la littérature, on retrouve que les renforcements des muscles de la hanche dans le syndrome fémoro-patellaire diminuent donc les douleurs au niveau de ce syndrome. Donc, en gros, pour faire simple, pour la hanche, on garde un déficit d'extension en facteur favorisant. Déficit d'extension. Et déficit des chaînes latérales. Quoi, déficit des chaînes latérales, des haubans latéraux, voilà. Des rotateurs externes bien souvent aussi. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir attaquer sur un peu les moyens classiques à ta disposition. Ce qui nous intéresse surtout nous en rééducation. Ouais, voilà. Donc, les moyens classiques que tout le monde connaît, massage, donc massage, modelage au niveau articulation, au niveau des masses musculaires sus et sous-jacentes. On utilisera bien sûr la rotule. On travaillera aussi sur les ailerons rotuliens. Je passe rapidement sur la physio. Je pense que tout le monde sait s'en servir. Mais ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est les étirements des chaînes musculaires et le renforcement et tonification aussi musculaire grâce à l'isocinétisme. Donc là, on a la chance d'avoir Jean-Philippe Choum, un de tes confrères qui s'est prêté à l'exercice. Donc je vais te demander de nous expliquer un peu tout ça. Là, on va parler d'étirement et de renforcement. Donc là, il va falloir que tu m'éclaires un peu. Ouais, alors, là, je me demande ce qu'il lui a pris. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Hein. J'ai mis quelques photos d'exemples d'étirements. Il y en a énormément des étirements. Donc à gauche, on a un exemple d'étirement sur le psoas. On peut faire des étirements combinés psoas droit antérieur aussi. J'ai pas remis les étirements classiques, hein, bien sûr ischio-jambier, quadriceps, mais je pense que ça, même moi je les connais. Voilà. Là, on est quand même sur les étirements encore classiques. On travaille sur le psoas, chaîne antérieure. Ok. Voilà, travaille aussi sur les muscles profonds, donc pelvitro-cantérien. Travaille aussi l'étirement sur les fessiers. Ça reste somme toute classique. Ah, c'est plus dur déjà. Voilà. Après, renforcement. Donc là, c'est un peu plus intéressant de travailler donc, sur le long fléchisseur de l'hallux. Car le long fléchisseur de l'hallux, il permet quand même de recreuser donc, l'arche interne du pied. Je crois qu'il y avait une question sur ça tout à l'heure. Et donc oui, je pense que c'est intéressant donc, de travailler et en thérapie manuelle. On peut travailler en ostéopathie aussi, hein, sur les articulations sus et sous-jacentes. Puis après, on peut remonter au niveau bascule pelvienne et aussi au niveau du rachis. Mais donc, travailler le long fléchisseur de l'hallux, travailler aussi donc, en tonification ou en renforcement des haubans latéraux donc de cheville. Travailler aussi les stabilisateurs de hanche. C'est un peu 50 nuances degrés le cabinet, quoi. Les deux jambes attachées comme ça. C'est un peu ça.
Toujours sur les stabilisateurs ou en tonification ou en renforcement, stabilisateur de hanche toujours. Bon, c'est des exemples, hein, encore une fois. Là, on peut en fait travailler en mouvement combiné. On rajoute en plus l'aspect proprioceptif. On travaille donc sur les stabilisateurs de hanche et sur l'enfléchisseur de la nuque, donc sur toute la chaîne en fait. Hein. Voilà. Donc là, je pense que là, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire, parce que, bon, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Ouais, je pense que c'est intéressant d'introduire l'isocinétisme, donc la technique d'isocinétisme dans la prise en charge de cette pathologie. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre en fait de quantifier réellement les déficits musculaires et donc d'orienter le travail de façon plus précise plutôt que de dire on travaille le vaste interne, on étire les ischio-jambiers. Donc qu'est-ce que l'isocinétisme ? Donc, comme vous voyez, c'est un type de travail musculaire volontaire dynamique qui consiste en un mouvement déterminé à une vitesse angulaire constante et une résistance auto-adaptée, entraînant donc une évaluation des capacités musculaires du patient. Et cette régulation, elle se fait par le dynamomètre isocinétique. L'iso, ça a quelques avantages, beaucoup d'avantages même pour nous, mais aussi des inconvénients. Les avantages, donc, c'est une technique donc, sûre et efficace qui nous permet d'avoir une précision des mesures. En tout cas, sur certaines articulations, on a une précision importante, fiabilité, une reproductibilité dans le temps. Et on peut faire des comparatifs aussi. Il y a quelques inconvénients. C'est une technique, donc c'est un appareil qui coûte quand même, qui a des coûts importants. Il n'y a pas toujours aussi de prise en charge des tests selon les pathologies. Donc pour le patient aussi, c'est un certain coût. Il faut un petit peu de temps pour faire les tests et pour travailler dessus, en plus de la rééducation classique. Par contre, avec cet appareil, donc, on ne fait pas d'analyse de la fonction ni de la stabilité de l'articulation. Donc il faut quand même ne pas mettre à part le reste de la rééducation. Donc... Ça, c'était intéressant parce que moi, je connaissais mal l'isocinétisme. Après, c'est vrai qu'on a la chance qu'il utilise beaucoup pour la rééducation de nos patients opérés de croisés pour la réathlétisation. Je pense ce qui est intéressant, c'est un peu les modes que tu utilises et aussi pourquoi tu utilises des amplitudes articulaires limitées en fait, dans ton analyse. Oui, alors tout d'abord l'évaluation, parce que c'est une machine qui nous permet de faire une évaluation ou par Mathieu ou par nous-mêmes selon le recrutement. Donc nous, on va utiliser un test assez classique, on utilise aussi après chirurgie du LCA. C'est un test donc, en concentrique où on teste donc, le quadriceps et les ischio-jambiers à vitesse lente et à vitesse rapide. Donc pour vous donner un exemple, le test c'est assez simple. Hein. On va faire 5 répétitions à vitesse lente, puis 15 répétitions à vitesse rapide. On peut introduire du travail excentrique, mais dans le cadre de la pathologie du syndrome douloureux-rotulien, on ne l'utilise pas car voilà, au niveau douleur, ça va être gênant. Et on ne se met pas dans le secteur d'instabilité, de toute façon, voilà. Entre 0 et 30 degrés. Quoi. Donc, juste voilà, pour finir sur le test, on fait un test comparatif, on fait côté. Alors, si c'est bilatéral, bien sûr, on fait les deux côtés. Si c'est unilatéral, on va faire quand même côté sain et côté pathologique, et on fera un comparatif. Voilà. Ça va nous permettre. Alors là, on n'a pas le son, je pense que c'est bien, comme ça ne fera pas peur aux gens. Parce que c'était. Donc, ouais, pour continuer en même temps, ça ne fonctionne pas. Non, c'était notre ordi maudit. Mais c'est pas grave, tu peux expliquer. Non, mais voilà, pour continuer donc sur le test, en fait, ça va nous permettre en fait d'avoir toute une batterie de résultats, de savoir réellement s'il y a un déficit musculaire côté sain par rapport au côté pathologique, savoir s'il y a un déficit aussi des quadriceps ou des ischio-jambiers. On a un ratio normalement qui est à peu près de 0,6 quad sur ischio, donc on peut avoir aussi une variable sur ce ratio. Et donc nous, on va après faire un protocole de rééducation. On n'est pas obligé de travailler sur l'isocinétisme. Nous, on le fait parce qu'on a l'appareil, mais on peut très bien aussi donner un compte-rendu pour les gens qui n'ont pas de machine, et du coup pouvoir travailler donc, sur des machines standards. À savoir que nous, sur l'isocinétisme, on travaille sur des vitesses, sur le syndrome rotulien, on travaillera sur des vitesses plutôt rapides. On diminuera la vitesse progressivement avec la diminution du syndrome douloureux. Et on travaillera aussi sur des amplitudes qui ne sont pas douloureuses, parce qu'on peut régler les amplitudes. Donc à savoir, je donne simplement un petit exemple sur un syndrome rotulien bilatéral qu'on a bilanté cette semaine. On avait, chez ce sportif, on avait donc
une possibilité de travail dans toute l'amplitude côté gauche, mais on avait une possibilité de travail que de 30 degrés sur le côté droit qui était beaucoup plus douloureux. Donc on peut adapter. Voilà. Ça, c'est aussi l'avantage de travailler sur l'ISO. Voilà. Donc, et l'avantage aussi, pour vous tous, je pense, c'est qu'on peut faire des tests et vous renvoyer donc des résultats de tests pour après, justement, orienter la rééducation. Donc pour mieux communiquer entre confrères voilà, c'est ça, tous ces résultats. Pour pouvoir en fait travailler même sans machine. En tout cas, on a une orientation du travail à faire sur les équipes musculaires. Voilà. Donc, en conclusion, c'est ce qu'on répète depuis le début, je pense, pas de standard dans cette prise en charge. Il faut une batterie de tests important, des bilans complets. Et en fait, voilà, sur ce syndrome douloureux qui n'est pas dans l'instabilité, un équilibre entre force musculaire et extensibilité musculaire, et une prise en charge autour holistique. Je ne vais pas reparler des orthèses plantaires, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui se surajoutent. Voilà. Vous avez des questions? Là, je vais laisser la place au docteur Gérard Di Mascio, donc médecin du sport, et donc qui s'est intéressé énormément à la posturologie. Hein. Je te laisse le micro. Et tous les troubles de la posture, bonjour. Alors, je vais vous présenter trois types de patients qui ont pour certains des douleurs de genoux. Et certains sont des compartiments internes, d'autres c'est plutôt un syndrome rotulien. Alors, je vais vous montrer ça sur une comparaison. Premier sujet, et c'est corrélé en fait avec l'indice de masse corporelle, ce travail. Alors, c'est fait pour en fait une étude en cours sur l'impact de la surcharge pondérale sur l'ensemble des troubles de la posture et notamment les recommandations cliniques qu'on aura à faire après. Donc, on a une patiente qui, pour le coup, vient me voir parce qu'elle a un syndrome inflammatoire. On n'a rien d'extraordinaire, je vous la montre. Alors, je ne sais pas si on voit que la souris ici. Non, il n'y a pas d'activateur de souris là, je ne peux pas. Bon, alors, imaginez qu'en fait, on a crayonné 18 points caractéristiques sur le dos. Elle piétine, elle se met en position de fonction. Les talons sont contre une barre de référence, c'est-à-dire qu'on a un zéro absolu au sol, pas de rotation de talons. On s'est dit maintenant, après, si les genoux sont en flexum d'un côté par rapport à l'autre, si le bassin se vrille, enfin tout ce qu'on veut bien, les épaules avec. Alors, pour ce qui est des courbes, on a une représentation 3D, donc ça veut dire que finalement, ce qui nous intéresse, et avec le pointeur, je suis un peu embêté. Est-ce que il n'y a pas un petit truc mais non. Non. On prend la vue de gauche. On regarde la patiente dans le plan sagittal et on a le troisième point partant du bas, c'est-à-dire le genou. Le genou est plutôt bien positionné par rapport à la ligne de référence qui est l'épiliaque postéro-supérieur, enfin la moyenne des épiliaques postéro-supérieurs. Voilà le sujet standard. Donc droite et gauche, les genoux sont près dans le même plan. Il y a un léger récurvatum, enfin ça correspond au témoin. Voilà, c'est ça que je vous montre, position des genoux et puis les normaliser. On va passer donc à une patiente qui pourrait faire ce qu'elle veut. Deuxième sujet, donc la reconstruction des courbes du rachis au passage. Si je vous montre ça, c'est parce qu'on a... Ah, c'est bien ça. Ah, parfait. Ouais. Attends, est-ce que ça part dans ce sens-là? Voilà, très bien. Ouais, c'est plus facile. Alors, dans ce cas, je vais peut-être avancer un peu sur la scène. Je veux bien. Donc voilà ce qui se passe. En fait, on regarde la position du genou à gauche par rapport au plan vertical qui passe par les épiliaques postéro-supérieures et on va avoir une recomposition mécanique du tout avec notamment l'aspect du rachis qui est strictement positionné comme le témoin. Si on prend la vue suivante, là, on va passer à un cas extrême, donc une patiente qui vient me voir avant une chirurgie bariatrique en fait, mais avec comme problème essentiel, c'est une douleur du genou droit. En fait, elle décrit une douleur mixte, à la fois une douleur du compartiment interne et une douleur qui ressemble à un syndrome rotulien. Alors voilà ce qui se passe si on prend la vue suivante. Donc là, voilà la patiente en situation, elle s'est mise dans les mêmes conditions d'examen. Si on prend la vue suivante. Là, on a le genou qui, cette fois-ci, est très avancé par rapport à la ligne de l'épiliaque postéro-supérieur, qui sert toujours de référence, à gauche comme à droite, et surtout du côté droit, en fait. Donc, ça correspond bien à ce que je vais essayer de vous modéliser. En fait, elle se tient comme ça. Je ne sais pas si tout le monde voit ici. Et du fait de l'obésité et de la surcharge, on a un compartiment avec un hypervalgus. Donc, on a vraiment des contraintes mécaniques qu'elle ressent. Alors, voilà, on a donc la position des genoux qu'on voit et ce qui est objectivé. Avec, pour le coup, je n'aurais pas parlé de ça, mais c'est les rotations des ceintures. Si on prend la vue suivante, vous allez comprendre un peu mieux la chose. On a une lordose qui est absolument importante,
avec un déséquilibre vers l'avant modéré, mais de la ceinture scapulaire. Donc si on reprend l'ensemble de la mécanique que je viens de vous décrire, en fait, outre l'hyperlordose, outre l'obésité, elle fait ça. Dans l'obésité féminine gynoïde, on a plutôt une obésité transversale, alors que dans l'obésité masculine, c'est la vue suivante. Donc on a un homme qui est un peu moins en surcharge, mais qui a une véritable obésité androïde, c'est-à-dire que tout part devant. Eh bien, on se trouve avec un homme qui, lui, vient uniquement parce qu'il a des douleurs évocatrice d'un syndrome rotulien, plutôt bien axé dans le plan frontal. Si on prend alors, avec les flèches, vous allez voir, c'est le même principe. La petite flèche ici, violette, va nous amener le... Faut que tu appuies. Voilà, nous dit qu'effectivement, cette fois-ci, on a vraiment un déséquilibre très, très important et on comprend bien la symptomatologie du sujet, finalement. Lui a donc une masse volumique importante et un poids vers l'avant. L'adaptation des gens en surcharge, on l'a testé aussi, par exemple, pour les gens qui portent des colis. Plus on charge en avant, plus on descend son centre de masse, on compense la ligne gravitaire en écrasant les rotules. Donc là, on a vraiment une problématique de surcharge mécanique qu'on observe parfaitement dans le plan sagittal. Et vous allez voir que si on prend la vue suivante, on a un rachis qui finalement, lui, n'est pas mal positionné. Il est un peu vers l'avant, mais il est encore à l'intérieur des écarts types des témoins. Donc c'est-à-dire que lui, il a vraiment cette position liée au ventre là. Alors que la patiente d'avant, je vous redonne le truc, elle était un peu déséquilibrée en avant. Elle avait donc ce trouble mécanique avec cette instabilité. Alors, vu l'obésité, on n'a pas fait de test de différence de longueur des membres inférieurs. C'était assez compliqué à faire. Mais on a cette problématique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça? J'aurais tendance à dire, mais là c'est le débat, donc je vais revenir à ma place pour en débattre un peu. Le premier sujet, il n'y a pas de problème, c'est un rhumatisme inflammatoire, il n'y a pas de problème, c'est de la rééducation ou de la marche, enfin, tout ce qu'on veut bien qui va le faire bouger. La deuxième, si on la met sur un exercice en charge, on risque malgré tout d'aggraver l'hyperpression rotulienne. Il est, à mon avis, indispensable de stabiliser le médio-pied pour essayer de corriger cette pronation fonctionnelle. Quant au dernier, à mon avis, c'est la rééducation en décharge complète au départ, c'est-à-dire plutôt en piscine ou dans un appareil à hyperpression, pour qu'on puisse finalement réathlétiser le sujet progressivement pour le remettre dans une fonction, parce qu'il a perdu effectivement toutes ses activités physiques habituelles. Mais là, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Gérard. Déjà, comme vous l'avez vu, hein, le problème, c'est que dans la prise en charge de ces douleurs, c'est toujours une prise en charge non standardisée, mais surtout globale, avec les problèmes de groupe musculaire, problèmes anatomiques, au niveau du genou, de la hanche, du pied, les problèmes posturaux. On n'a pas une seule réponse, mais en tout cas, on a une belle batterie d'outils qui vont nous permettre d'aider les patients et d'orienter la rééducation dans le bon sens. Donc je pense en tout cas que moi, chirurgien, après avoir réfléchi sur le sujet avec mes collègues, je vais arrêter de faire des ordonnances avec écrit renforcement du vaste médial. Je vais essayer de les changer. Et après, je ne sais pas si mes confrères ont d'autres questions. Moi, c'est pas une question, c'est une petite remarque. D'abord, il aurait fallu qu'on ait aussi un podologue à cette table ronde plutôt que 3 chirurgiens, parce que c'est vrai que c'est pas chirurgicalement, on les opère jamais. Anthony a dit, on opère celles qui se luxent, puis ça, c'est vraiment quelque chose, alors que c'est sans doute le motif de consultation le plus fréquent qu'on ait. En faisant de la hanche et du genou, on a sur une consultation de 20 personnes par demi-journée, on a toujours 2 syndromes rotuliens, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment un truc très fréquent qu'on n'opère jamais. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie au kiné et au podologue. Et effectivement, on a nos ordonnances types, et je me demande s'il faut les changer ou pas les changer, ou si de toute façon ils s'en foutent. Et c'est la question que j'aurais à poser au podologue. Et est-ce que vous avez besoin qu'on vous mette simplement ordonnance de semelle plantaire pour syndrome rotulien, ou est-ce qu'il faut qu'on fouille un peu plus, parce que de toute façon vous allez faire vos empreintes, vous allez faire vos trucs, et vous ferez la semelle, je pense, comme vous avez envie de la faire. Et pareil pour le kiné, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on mette renforcement du vaste interne, étirement de ci, de ça, ou de toute façon, vous allez faire votre bilan et basta. Oui, pour la rééducation, pour ma part, hein, c'est personnel, mais moi je pense que simplement donner la pathologie, ça suffit, parce que automatiquement, nous derrière, on fera une batterie de tests. Et si jamais on veut... voilà, après, moi, je pense que personnellement, je pense que c'est pas utile. Après, je sais pas, je réponds pas pour les podologues, mais je sais qu'il y en a dans la salle. Donc, Ça va simplifier nos ordonnances.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est véritablement presque un problème de santé publique là aussi, parce qu'on a autant on parlait à un moment donné du nombre d'entorses de chevilles par jour en termes d'affluence dans les services d'urgence, autant une consultation patellaire, enfin, le motif genou dans nos consultations, c'est parfois plus de 30%, et sur ces 30%, c'est parfois jusqu'à 80% la rotule qui est impliquée. Donc il faut que derrière ça découle une prise en charge optimale, parce que sinon, bien souvent, on voit des gens revenir, des gens déçus, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils errent d'un spécialiste à l'autre, sans véritablement de problématiques, en tous les cas, retrouvées. Alors c'est vrai qu'il y a aussi probablement des éléments, enfin il y a un vrai enjeu d'autonomie du patient aussi, une prise en charge, une auto-prise en charge de ce patient, y compris peut-être sur le plan psychosocial, parce qu'il y a véritablement une vraie kinésiophobie, on pourrait dire. On a des patients, ils sont allongés sur la table, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas toucher leur rotule. Donc on comprend bien que c'est compliqué ensuite d'aller rééduquer ça. Et d'autant plus que souvent, c'est des gosses pour la jeune fille qui est en dispense de sport depuis des années et on rentre dans un cercle vicieux qui va pas dans le bon sens. Hein. Et moi, régulièrement, je leur dis, ben, là, il faut se remettre à la gym, il faut y retourner. Alors, ça ne sera pas évident au début, mais ouais, c'est là où il faut avoir un peu de psychologie. C'est pas toujours évident pour nous, les orthopédistes, c'est sûr. Mais voilà, mais je pense qu'il faut aussi leur expliquer que c'est pas une pathologie grave, normalement. Ça va pas induire d'opération, d'arthrose, etc., qu'a montré Olivier. Donc, il faut vraiment parler avec eux, leur dire que le traitement sera long, justement. Ça va les engager et que voilà, c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler avec eux. Déjà, on commence par leur dire qu'on ne va pas les opérer et là, ils se détendent. La maman se détend, la fille se détend et après, elle nous écoute un petit peu. L'autre élément important, c'est, comme on le signalait, sur ces syndromes fémoro-patellaires et ces véritables chondropathies chez le sujet qui pratique des activités sportives intenses et notamment de trail et ultra-trail. C'est bien, à un moment donné, on va probablement avoir besoin de les rééduquer ou de les équilibrer. Mais derrière, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu important aussi, c'est quantifier le stress qu'il va remettre sur son articulation. Et je pense que c'est aussi notre rôle de le freiner un petit peu, parce que quand on discute avec certains, ils ont des kilométrages hebdomadaires absolument énormes, ils ont des objectifs, et puis c'est un peu de la course à toujours à plus d'ultra et plus de distance. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi un peu de réfléchir là-dessus? Enfin, je ne sais pas. Alors, je vous donne un peu un retour. Vous m'entendez? Oui. Un retour de pratique. Nous, on voit beaucoup de triathlètes, et donc ça fait longtemps. Puis ils ont migré effectivement vers le trail, puis l'ultra-trail pour certains d'entre eux. Il y a deux choses que je retrouve fréquemment chez les coureurs, mais chez les footballeurs, c'est pareil. C'est une rétraction des quadriceps. Donc moi, la technique, alors c'est technique de physiothérapie, hein, je les emmène progressivement jusqu'à ce que le talon se rapproche de la fesse le plus possible. C'est-à-dire, finalement, l'idée, c'est d'allonger mécaniquement le muscle pour que la pression rotulienne soit moins importante. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, alors c'est facile. La deuxième, c'est chez les cyclistes, on vérifie que, mais en général, ils le savent, hein, que la selle n'est pas trop avancée, sans quoi ça engage la rotule lors du pédalage. Et ça, ça peut être un problème de réglage. Donc, il faut bien les interroger. Puis on leur demande éventuellement de reculer le chariot de selle. Enfin, il faut quelqu'un de formé quand même pour ça. Oui. Et puis, l'autre élément, c'est que chez la jeune fille, en fait, de plus en plus, moi, je vois des gens qui ont une laxité importante dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est le syndrome des lèvres dans l'os, que vous connaissez peut-être pour partie, et qui était très peu connu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ça commence à se répandre. Ce sont des gens qui sont laxes, donc on les repère parce que ce sont des gamins qui font des entorses à répétition, et on fait le test de laxité. Et là, on se rend compte que la rotule part, que le pouce va sur le poignet, qu'il s'attrape les mains dans le dos. Hein, il faut un truc dans ce genre-là, que si je le fais, vous ne pouvez pas de deux côtés. Enfin, il s'attrape leurs mains dans les deux côtés. Il y a un certain nombre de critères qui sont bien décrits par l'équipe d'Amonet, auxquels je pense qu'il faut aussi faire attention, parce que ceux-là sont, à mon avis, très très difficiles à prendre en charge. On leur demande de faire un travail musculaire profond, enfin en rééducation, et parfois il faut mettre des contentions un peu élastiques. Merci beaucoup. Là, on va en profiter pour faire une pause. Donc profitez-en pour vous restaurer.
pour voir tous nos partenaires. Et puis, merci d'avoir été assidus ce matin. À tout à l'heure.